Et je dois dire que je suis au fond assez ému de faire cette conférence en votre présence, parce que vous êtes aussi un Proustien convaincu, et donc nous avons souvent discuté de lui. Et puis parce que je vous dois quand même le fait que quand vous avez publié en 84 Le souffle coupé, qui est le premier livre qui s'était intéressé aux pathologies respiratoires des écrivains, il n'y avait pas que Proust, il y avait Mallarmé, il y avait Camus, il y avait enfin bon tout ce monde. Eh bien ça m'a donné au fond ça m'a décomplexé. Je me suis dit que moi aussi je pouvais regarder les livres avec une lecture médicale. Donc je vous remercie infiniment pour ça. Je dois aussi quand même remercier notre ami Dominique Trier qui m'a fait rencontrer Luc Fraisse. Luc Fraisse, c'est un très grand Proustien. C'est un homme merveilleux, intelligent, plein d'humour et surtout qui connaît tout par cœur. Et peut-être que le fait d'avoir discuté avec lui à 2 reprises me permettra de me dire moins de bêtises. Bien sûr, ce que je vais vous dire n'engage que moi. C'est ce que je ressens en tant qu'une lecture médicale et ce qui m'émeut dans cette œuvre de Proust. Quelqu'un pourrait vous dire, mais il est complètement passé à côté. C'est un roman sur la question juive, c'est vrai, mais il est complètement passé à côté. C'est un roman sur la création, c'est vrai aussi, mais bon, c'est comme ça. Alors, pour donner un cadre, je commence par vous dire que la maladie est à Marcel Proust ce que la mer est à Joseph Conrad, c'est-à-dire une part d'eux-mêmes indissociable de l'œuvre littéraire. Le Marcel Proust dont je vais vous parler, c'est en gros celui qui se met à l'écriture de La recherche du temps perdu, c'est-à-dire en gros de fin 1909 jusqu'à sa mort en 1922. Cette œuvre elle a été pensée depuis longtemps, il y a plein de choses qui sont écrites bien avant, mais peut-être à la mort de sa mère, ça l'a un peu libéré, il s'est dit qu'il allait pouvoir écrire ça. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout de ce portrait que vous avez en haut, du Marcel Proust par Jacques-Émile Blanche, où il paraît fringant, quoique un peu mélancolique. Non, maintenant, il faut imaginer un homme qui est malade, qui est couché dans son lit, un bonnet sur la tête, parfois même son par-dessus sur le thorax, un cahier adossé sur des cuisses repliées, une table de nuit qui est recouverte de médicaments sur lequel il a posé des manuscrits. Eh bien, cet homme-là, comme il y en a peu décrits dans cette posture, je rappelle que La recherche du temps perdu a été écrite entièrement couché. Eh bien, c'est Marcel Proust. Et c'est Marcel Proust dans sa quotidienneté, dans sa vie intérieure, celle, comme il dit, qui est la seule pleinement vécue, c'est-à-dire la littérature. Ce qui est la vie vécue pour lui, c'est la littérature. Mais ce qu'il vit au quotidien, c'est la maladie. Alors, pour cerner notre malade, il faut savoir qu'il est bien sûr principalement asthmatique, mais ça ne lui suffit pas. Il est aussi névrosé, une névrose obsessionnelle assez forte, à visée protectrice selon lui, parce que tous les asthmatiques ont peur des agents extérieurs, l'air, le parfum, les fleurs, etc. Vous connaissez. Deuxièmement, il est complètement hypocondriaque, ce qui est un peu naturel aussi, parce que en dehors de cette maladie hypocondriaque, il est aussi claustrophile, puisqu'il vit dans un univers complètement clos, il ne vous passe voler rien du tout, et il est insomniaque. Ce qui est normal finalement pour un asthmatique, parce que les asthmatiques ils ont très peur de la nuit, qui redonnent les crises comme ça, donc ça les inquiète beaucoup. Et puis à ça s'ajoute le fait que, comme il a eu un legs considérable de sa mère qui lui permet la matérialisation de tous ses caprices, eh bien il y a quand même une pointe de centralité, une vraie pointe quand même, hein, c'est pas un soupçon, hein, c'est une vraie pointe de centralité. Alors, personne ne va contester ce diagnostic d'asthme de Proust qui a été constaté par son père quand il était jeune adolescent. Ça l'a beaucoup inquiété, son père, mais on était rassuré par le fait que normalement ça passe avec l'âge adulte, mais ce n'est pas du tout passé. Et comment on sait que ce n'est pas passé? Eh bien, il faut lire sa correspondance. La correspondance de Proust, celle qui est éditée encore aujourd'hui, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, c'est 21 volumes par Philippe Cobb, hein, un travail exceptionnel. Bon, et dans toutes ces lettres, elles commencent toutes, la plupart, par elles font un compte-rendu doloriste des heures, de toutes ces heures passées à l'insomnie, à la suffocation, ou voire aux deux. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, si vous prenez la correspondance de 1906, il y a 203 lettres, il y en a 75 qui font état de cette maladie de 2 à 8 ou 10 ou 20 lignes. Évidemment, c'est beaucoup, parce que là-dedans, il y a beaucoup de billets, il y a beaucoup de choses qui sont d'ordre technique, donc c'est vraiment très, très, très important. Et il en a complètement conscience, hein, il n'est pas dupe du tout, et il écrit à une de ses amies, qui est sa traductrice pour lui, il lui dit, voilà, les mots « j'ai été si malade », « je suis encore malade » ont été si souvent prononcés par moi
que j'ai bien peur qu'ils arrivent décolorés et sans force excusatrice et absolvante à vos oreilles. Toutefois, si on ne peut pas remettre en doute le diagnostic d'asthme, il y a une chose qui est très particulière. Personne n'a jamais, je ne dis pas vu, mais personne n'a jamais décrit une crise d'asthme de Marcel Proust. Or, la crise d'asthme, ça se voit, mais ça s'entend. Pas même Céleste Albaré. C'est sûr qu'il vivait dans sa chambre fermée, mais elle n'en décrit pas, et c'est quand même assez bizarre. Et puis, il y a aussi autre chose. Proust, il sort. Bien sûr, il est claustrophile, mais quand même, il sort. Donc, quand il sort, il fait venir son coiffeur, fait venir son chauffeur, et puis vers minuit, il se rend dans des soirées, dans la mondanité, pour étudier ses personnages, ou dans des lieux de plaisir, peu importe. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que là-dedans, il ne manque ni patchouli, ni fleurs, ni fumée. Donc, pourtant, il y va, et personne ne l'a jamais vu en crise. Alors, par sa famille... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Ah voilà, c'était le plan. Donc je vais étudier Marcel Proust, son asthme, ses maladies, son homosexualité, sa jalousie. Puis, qu'est-ce que c'est que ce roman? L'univers médical dans le roman. Et enfin, maladie et création littéraire. Pardon, j'aurais dû vous dire ça avant. Donc je continue avec sa famille. Son père était un hygiéniste célèbre, son frère est un chirurgien reconnu, tout ce monde-là est professeur à l'université, à la faculté de médecine de Paris, donc il a largement trempé dans le milieu médical. Et on sait qu'il a trempé dans le milieu médical, c'est une chose qui le trahit, si je puis dire. À un moment donné, sans relation avec la médecine, il dit « car l'art est long et la vie brève ». Donc la connaissance de ce célèbre aphorisme d'Hippocrate que vous connaissez tous, l'art est long, la vie brève, l'expérience douteuse, le jugement incertain, etc. Ça, vous ne pouvez pas le vivre en dehors d'un contexte médical. Par ailleurs, il a eu accès à la bibliothèque familiale, il a lu énormément de livres, et surtout celui sur l'hygiène des asthmatiques de Brissot. Et il a lu, il écrit à son ami Lucien Daudet, il lui dit, tu sais, l'asthme comme l'épilepsie semble en vérité choisir quelques victimes pour leur faire payer l'invulnérabilité des autres. C'est quand même assez bien vu, un peu autocentré. Et puis ailleurs, il dit, je viens de lire dans Brissot que chaque crise qu'on se redonne détraque je ne sais quoi dans l'organisme et hâte le moment final. Tout ça, c'est pour dire qu'il a bien conscience de son asthme et qu'il ne rigole pas tellement avec cette histoire-là. De fait, aussi par sa connaissance, il a gardé un accès très facile à tous les grands noms de la médecine. Et comme au tournant du siècle, Paris est la capitale mondiale de la médecine. Tous ces gens qui connaissent, les Brissot, les Vaquès, les Charcot, les Desgerines, tous ceux dont a parlé François-Bernard Michel dans son livre sur le professeur Proust, en Gallimard, il dit, à un moment donné, comme il connaît toutes ces sommités, il dit à Madame de Noailles, vous savez, je vais écrire un livre sur les médecins. Au tournant du siècle, il y a une grande, comment dirais-je, il y a une mode pour dire qu'au fond, toutes les maladies sont liées à la neurasthénie, au nervosisme et qu'elles sont héréditaires. Et Proust, finalement, croyant aussi à cette possibilité, après la mort de sa mère en 1905, plusieurs médecins lui ont dit « il faut que vous vous isoliez pendant une période assez longue pour essayer de remédier cette maladie qui vous bouffe ». Alors il va dans une clinique d'un certain docteur Solier à Boulogne, il devait y aller pour 3 mois, au bout de 15 jours, il est dehors, et il a compris quoi? Il a compris qu'il serait lui-même son propre médecin, et il a compris, et il dit d'ailleurs « je suis plus médecin que les médecins ». Malheureusement, il aurait mieux fait de se croire lui-même quand il dit « la médecine est un compendium des erreurs successives et contradictoires des médecins. En appelant à soi les meilleurs d'entre eux, on a grande chance d'implorer une vérité qui serait reconnue fausse quelques années plus tard. De sorte que croire en la médecine serait la suprême folie, si ne pas y croire n'en était pas une plus grande encore, car de cet amoncellement d'erreurs se sont dégagées à la longue quelques vérités. » Donc vous voyez, c'est parfaitement résumé. Donc voilà Proust médecin. Et Proust médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'automédique. Et il s'automédique et il joue avec les molécules comme on t'a avec une tare sur la balance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'intoxique. Et il s'intoxique avec quoi? Essentiellement avec des barbituriques, du Véronal, du Trional, du Gardénal, 1 gramme par jour quand même au minimum, qui ne lui fait strictement rien car il est réveillé toute la nuit. Et donc de ce fait, pour contrecarrer les effets le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la caféine, en comprimé, en tout ce que vous voudrez, en café, et quand ça ne suffit pas, il prend un peu d'adrénaline pour se redonner un peu de tonus. Et puis il y a surtout ce qui est quotidien, ce qu'il appelle ces fumages, ces fumigations, c'est de la poudre Legras. La poudre Legras, c'est fait à base de datura et de benjoin, qui a une valeur un peu atropinique, donc qui était recommandée dans l'asthme. Mais
On fait brûler cette poudre sur du papier et ça fait une espèce de fumée noire qui enfume toute la pièce. Et évidemment, comme il est claustrophile, pas question d'ouvrir la fenêtre. Donc on fait du feu dans la cheminée été comme hiver pour chasser la fumée et ça lui fiche des ophtalmies. Alors il dit, bon, mais moi je veux bien voir un oculariste, mais il faudrait qu'il puisse me recevoir après 23h30. Donc il n'en a jamais vu de sa vie. Le docteur Mabin a fait le calcul et il montre qu'en 1906, il a dépensé 6 000 francs de médicaments. 6 000 francs de médicaments, si on sait que le salaire moyen d'un domestique, c'est 1 000 à 1 200 francs par an, et le salaire moyen d'un professeur, c'est 4 000 à 5 000 francs par an, vous vous rendez compte de tout ce qu'il a dépensé. Donc c'est vraiment incroyable. Et s'il gère mal sa santé, il ne gère pas mieux ses affaires parce qu'il n'écoute absolument rien de ce qu'on lui dit. Son cousin et ami Lionel Ozer gère ses affaires et il lui dit, il fait tout l'inverse. Et donc il dit, tu te lamentes de ton entourage de ce que tu es ruiné, ce en quoi tu exagères d'ailleurs, sans te rendre compte que tu es l'unique auteur de ta ruine. Et puis plus loin, il lui dit, tu sais, tu devrais faire gaffe quand même parce que ton cas, au point de vue médico-financier, est assez grave. Donc on peut retrouver tout cela parfaitement réuni dans ce qu'il dit de ce que dit le narrateur de la tante Léonie, qui est un personnage qui lui ressemble assez. La tante Léonie, elle passe sa vie couchée, elle ne se lève jamais, elle est obnubilée par sa pepsine, son eau de Vichy, etc. Et elle est assez littéraire, donc elle lui ressemble un peu. Et il dit, en somme, ma tante exigeait qu'on approuvât son régime, qu'on la plaignît de ses souffrances, qu'on la rassurât sur son avenir. Plus les années avancent, et plus Proust veut publier tout de son vivant. Donc il s'enferme de plus en plus, mais le problème c'est qu'il ne s'alimente plus, il vit dans un état de cachexie incroyable, il est complètement coupé des réalités, quoique encore en 18-19, il sort de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il sort. Mais malheureusement, Céleste Albaret lui refile la grippe en 22, ça s'infecte et il meurt. Alors c'est quand même bizarre, parce que je sais que le travail peut arriver à vous forcer, à vous faire croire que tout ce que vous êtes plus fort que la maladie, mais moi je me demande si cet état qui est complètement délétère n'est pas lié aussi à tous ces médicaments qu'il prend, qui sont peut-être aussi anorexigènes et qui l'ont un peu qui lui ont peut-être un peu coupé des réalités. Bon, vous serez d'accord avec moi qu'on commence à apercevoir l'enchevêtrement qu'il y a entre la littérature et l'écriture et sa maladie. Alors ce qui est intéressant, c'est que sa maladie, elle le ronge, elle le bouffe, il le sait très bien, vous voyez dans quel univers impossible il vit. Mais en même temps, elle le protège. Elle le protège parce qu'elle lui permet de gérer son quotidien, qui est entièrement entouré sur son travail, il est autocentré, lui et son travail, et à ce moment-là, ça lui permet de refuser toute contrainte de sortie, fût-ce au dernier moment, s'il le décide. Et à ce moment-là, il envoie un mot que son personnage Charlus résume très très bien, parce que Charlus, à un moment donné, il est invité à une soirée, et il dit « Impossible venir dîner ce soir, virgule, mensonge suis ». Alors, on le lui fait sentir. Et le marquis de Montesquieu, qui veut sans arrêt l'inviter chez lui pour assister à ses lectures, etc., à la fin, il s'énerve, il lui dit « Écoutez, je suis d'accord que vous êtes malade, mais pourquoi guérissez-vous quand il s'agit de l'orangeade de la Rochefoucauld ?» Ça veut dire qu'il ne fait ce qu'il veut. D'ailleurs, très intéressant, l'amitié n'intéresse pas Proust. C'est une perte de temps pour lui. Il écrit au philosophe Emmanuel Berle, il lui dit que je ne suis moi que seul, et je ne profite des autres que dans la mesure où ils ne me font faire que des découvertes en moi-même. Et d'ailleurs, ce personnage qui est donc, on le voit, un peu centré, capricieux, il n'aura pas beaucoup d'amis. Il est très entouré. Il est entouré par un tas de gens qui veulent se mettre en cadre pour lui, mais il s'en tape complètement. Et donc, ce qu'il va garder comme ami, c'est Reynaldo Hahn, qui pourra toujours rentrer chez lui, parce que les gens arrivent chez Proust, ils laissent la Céleste Albaret ouvre, ils font un billet pour le bon Marcel, qui répond qu'il ne peut pas les voir, et ils repartent comme ça. C'est la vie. Et donc, il va garder elle et puis Madame Strauss, qui est plus âgée, c'est la veuve de Bizet, le compositeur, mais c'est tout à fait. Mais il faut ajouter que Proust n'aime ni les gens normaux, ni les intelligents, ni les intellectuels. Ça ne l'intéresse absolument pas. À propos des intelligents, je doutais beaucoup que les gens intelligents eussent besoin d'une autre hygiène que les imbéciles. Et j'étais tout prêt à me soumettre à celle de ces derniers. Ça, c'est dans son roman. Mais à plusieurs reprises dans sa correspondance, il dit « Moi, ce que je veux trouver, c'est un médecin qui sait soigner les idiots. Le reste, je n'en veux pas. » Les intellectuels, des causeurs de qui aucun interrupteur ne peut obtenir le silence. Les normaux,
Les natures troubles m'attachent plus par leur incohérence que les plus beaux discours, c'est-à-dire, parfois, je préfère le glauque au chic. Et j'ajoute, et c'est personnel, que je pense que Marcel Proust, grand adulte, n'a jamais aimé personne, en dehors de sa mère, bien entendu, parce qu'en effet, tous ses amours sont ancillaires, ce qui veut dire tarifés au mois pour ses secrétaires ou en cas de vacances de poste à la passe. La deuxième maladie dont souffre Marcel Proust, c'est l'homosexualité. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que l'homosexualité, encore dans les années 50, 60, elle est considérée comme une maladie, au même titre que le diabète, que le rhumatisme, et qu'il faut la soigner. Je vous reporte au normal et au pathologique de Canguilhem. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aux alentours des années, à la fin des années 1880, on a les psychiatres se sont beaucoup intéressés à l'inversion, et notamment les Allemands, Kraft et Bing, il y a eu tout un travail. Et il y a un Français qui s'appelle Chevalier qui va faire une espèce de travail de méta-analyse de tout ça, et il va décrire un certain nombre d'inversions dans lesquelles on trouve parfaitement celle de Proust et de ses personnages. Il dit que ce sont des inversions congénitales ou natives, que le sujet se rend compte très tôt de la partie féminine qui s'est immiscée en lui et de son attirance pour les hommes, que c'est une anomalie instinctive qui apparaît en dehors de toute éducation, qu'elle a un stigmate physique, psychique, que c'est un symptôme de dégénérescence, et que assez souvent, elle peut être héréditaire. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit Proust, qui dit que c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, mais pas du tout, et que lui, il en fait la race maudite, la race des tantes, et il considère que c'est une tare nerveuse. Donc, on ne s'étonnera pas qu'il écrive, mais il n'a pas peur d'en parler, hein, par contre, beaucoup plus que Gide, hein, dans son Corydon, qu'il n'osera pas publier avant 1924. Il dit, on verra que dans ce volume, que ce vieux monsieur, Charlus, n'est pas du tout l'amant d'Odette, mais un pédéraste. Et j'aime mieux vous prévenir à l'avance de tout ce qui pourrait vous décourager. De même, il montre dans les relations saphiques ou sodomites qu'elles conduisent à des formes de sadomasochisme, qui sont en fait des signes de dégénérescence des personnes qui y sont atteintes. Mais en fait, il les excuse un peu, parce qu'il dit finalement, oh, tout ça, ce n'est que de l'égarement dans le monde inhumain des plaisirs. Et à propos des relations saphiques entre Mademoiselle de Vinteuil et son ami, on ne connaît pas, on ne saura jamais qui est cet ami, c'est très intéressant, ce narrateur qui est toujours très voyeur, qui voit des choses incroyables dont on va pouvoir douter quand même de la pureté de son hétérosexualité. Enfin, il dit, il est là, et puis qu'est-ce qu'il voit? Par la fenêtre, il voit Mademoiselle de Vinteuil, qui est la fille d'un pianiste qui a beaucoup aimé sa fille, qui ne lui rend pas et qui va devenir un compositeur célèbre. Il voit sa fille et son ami qui sont dans une espèce de débat. On ne sait pas si elles sont habillées, nues, il est un peu loin, il ne décrit pas tout. Et qu'est-ce que c'est que ce sadisme? Ce sadisme, c'est que l'ami de Madame Vinteuil crache sur le portrait du père pour lui faire payer quoi? On n'en sait rien du tout. Et il dit, finalement, ce n'est pas le mal qui lui donnait l'idée du plaisir, qui lui semblait agréable, c'est le plaisir qui lui semblait malin, ce qui veut dire que les gens qui sont mauvais de nature ne pourraient pas avoir cette attitude. Voilà. Le héros aussi entend les ébats entre Charlus et Jupien, il est toujours pareil, il est jamais là, il est toujours là où il faut, il monte 3 escaliers, il entend dans une cour, et bon, il se rend compte qu'il se passe quelque chose, bien entendu, et il dit cette chose magnifique, j'en conclus plus tard, qu'il y a une chose aussi bruyante que la souffrance, c'est le plaisir, surtout quand s'y ajoutent des soucis immédiats de propreté. Magnifique. Et enfin, quand le baron Charlus se fait fouetter dans une maison de passe qui lui appartient, il dit en somme son désir d'être enchaîné, d'être frappé, trahissait dans sa laideur, un rêve aussi poétique que chez d'autres d'aller à Venise ou d'entretenir des danseuses. Enfin, il faut ajouter une troisième affection, qui est la jalousie, parce que c'est une jalousie complètement maladive. Proust était très jaloux et faisait suivre tous ses amants pour savoir ce qu'il faisait. Je pense qu'il en tirait une certaine jouissance. Et de même que c'est terrible ce qui se passe entre Swann et Odette, le narrateur et Albertine, parce qu'au fur et à mesure que l'on découvre chez l'autre la tromperie, il y a une espèce de douleur jouissance perverse qui pousse à en savoir plus et faire demander immédiatement pour l'apaisement des souffrances la présence de l'être aimé, qui en fait est le remède et le poison. Il dit d'ailleurs très bien, l'être aimé est successivement le mal et le remède qui suspend et aggrave le mal. Et à cet égard, La prisonnière, qui est le 5e volume, est un véritable traité de cette jalousie un peu perverse, un peu comme Monsignère est à l'avarice, qu'un roman de Julien Green. C'est un peu pareil. Alors Proust nous dit que son roman n'a rien d'autobiographique et que tout a été inventé par lui pour sa construction. Alors la construction, c'est très vrai, c'est la seule chose dont je peux vous parler, parce que le reste, c'est beaucoup trop long, on verra après. Mais
Comme on ne peut pas raconter au lecteur ce qu'on n'a pas ressenti, il le dit lui-même, on s'étonnera donc pas du tout de l'univers médical et homosexuel très présent dans la recherche et dans le roman. Ainsi, on trouve dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est loin. Hein, vous voyez, c'est le 4e roman. C'est assez loin. Et on trouve déjà tardivement dans Sodome et Gomorrhe, on trouve ce qui pour moi est la phrase clé de ce que j'essaye de montrer. Il dit « À force de se croire malade, on le devient, on maigrit. On n'a plus la force de se lever, on attrape des entérites nerveuses. À force de penser tendrement aux hommes, on devient femme et une robe postiche entrave vos pas. » C'est magnifique, ça. Donc on croit, nous, qu'on est à une révélation tardive. On se dit, ça y est, j'ai compris. Ah, ça y est, maintenant, il avoue le fait et tout. Pas du tout. Pas du tout. On n'a rien compris. C'est qu'on a laissé passer. C'est qu'à la première page du roman, quand il dit « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », on passe la phrase et il y en a une autre qui arrive et qui dit « Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. » Et donc c'est à la première page que s'est campée cette histoire de maladie. Et d'ailleurs, le premier incipit pour commencer le roman n'était même pas celui-là. Ça devait commencer comme ça. À l'époque de cette matinée, on va la retrouver dans le temps retrouvé, c'est-à-dire 7 volumes plus tard. Donc la construction, elle est très présente chez lui. À l'époque de cette matinée dont je voudrais fixer le souvenir, j'étais déjà malade, j'étais obligé de passer toutes les nuits debout et je n'étais couché que le jour. On tourne la page et on trouve... on tourne la page et on trouve, page 2, hein, « Quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. » C'est-à-dire, c'est bien donc cette femme qui s'immisce dans le corps d'un homme. Et donc, on peut douter, là, peut-être de l'hétérosexualité, ce que je vous avais dit du narrateur. Alors, bien sûr, il n'y a rien d'autobiographique dans son œuvre, c'est tout à fait possible, mais quand même, on imagine mal un Proust hétérosexuel capable de créer ce personnage du baron Charlus, qui est vraiment un personnage sublime de l'histoire de la littérature, qui d'ailleurs préférerait être président du syndicat des conducteurs d'omnibus plutôt que de celui du Jockey Club, c'est-à-dire que vous avez compris ses intentions. De même qu'on ne peut pas imaginer Dostoïevski faire ce personnage du prince Mychkine s'il n'avait pas été lui-même épileptique. Donc, si l'homosexualité peut concourir au romanesque dans l'œuvre, la médecine, non. Et c'est bien logique, parce qu'on va le voir, son héros, c'est le prototype de l'anti-héros. Mais la médecine, elle donne un cadre, elle donne une architecture, et dans chacune de ces pièces, littérature et maladie peuvent communiquer facilement l'une avec l'autre. Alors, j'en viens maintenant, il faut bien que j'explique. Alors, les Proustiens vont me reprocher de ne pas en dire assez, ceux qui ne sont pas de sombrer dans les détails. Mais enfin, il faut que j'explique un petit peu ce qu'était la recherche du temps perdu. La recherche du temps perdu, avant tout, c'est une œuvre d'hyperesthésie. Ça, c'est le plus important. Si vous n'êtes pas sensible, c'est même pas la peine que vous regardiez la première page. Mais si vous l'êtes, allez-y. C'est une œuvre qui est d'hyperesthésie beaucoup plus que d'imagination. Et d'ailleurs, quand Montaigne, parce que Montaigne, il aime beaucoup prendre des citations qu'il invente, et qui sont les siennes, et il dit qu'il attribue à un inconnu, il dit « Fortis imaginatio generat casum ». On comprend tous ce que ça veut dire, nous dit Montaigne. Mais si vous remplacez imaginatio par senso, alors cette maxime de Montaigne s'applique complètement à Proust. Et d'ailleurs, Proust nous dit « Un homme né sensible qui n'aurait pas d'imagination pourrait malgré cela écrire des romans admirables. » Sous-entendu, l'autre ne le pourrait pas. Alors, ce n'est pas du tout un roman au sens où on l'entend, parce qu'il n'y a pas de héros. Le héros, c'est un anti-héros. Il est là, il est complètement, on va le voir, un peu falot, transparent. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Les personnages, ils tombent comme ça, les uns derrière les autres, ils ne sont pas présentés. Et en plus, ils le font sans chronologie. Et pourquoi c'est cette forme de roman-là par rapport à tout ce qu'il y a ? C'est que le roman, à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle, il est en train de passer. Ce roman réaliste de Zola, précédé par celui de Flaubert, précédé par celui de Balzac, c'est un peu fini. Et c'est fini, c'est pas parce qu'on n'en veut plus, c'est parce que le monde a changé. Le monde a changé pourquoi ? Parce qu'est arrivé le train, l'électricité, l'automobile, le téléphone, les colonies, enfin bon, bref, tout ça
tout ce qui fait que finalement Breton a raison de dire on ne peut plus écrire La Martyre sortie à 5 heures. Ce n'est plus possible. Et ce n'est pas du tout parce que Proust ne veut tourner une page comme si c'était un avant-gardiste, pas du tout. Il a une très grande admiration et pour Balzac et surtout pour Flaubert. D'ailleurs, Proust nomme son roman livre ou espèce et dit qu'il ne peut pas en définir le genre. Alors, ce roman est composé de 7 volumes, dont les 6 premiers que vous avez à gauche et que l'on réunit sous le terme du temps perdu, convergent vers leur 7e, le temps retrouvé. Il faut dire qu'au début, quand Proust a présenté le manuscrit à Grasset, il voulait faire Le temps perdu 600 pages et publier juste un an après Le temps retrouvé de la même taille. Puis la guerre est arrivée, il les a écartés et puis il a rempli, puis il a rempli, puis il a rempli. La mayonnaise prend, il suffit d'ajouter de l'huile et ça marche. Donc ce roman, les 4 premiers, dont le 2e lui a permis d'obtenir le prix Goncourt, ont été publiés de son vivant, mais les 3 derniers, c'est son frère qui a arrêté sa carrière pendant 5 ans de chirurgien des hôpitaux pour se mettre au travail et arriver dans ce magma de cahiers qu'il a trouvé pour essayer de publier les 3 derniers romans. Et il a lutté beaucoup parce que les éditeurs auraient bien voulu prendre tout et puis faire à leur sauce pour enlever, pour faire des choses plus simples, etc. Donc il a fait vraiment un très gros travail, comme quoi l'urologie peut mener à tout. Si la chronologie globale du roman, elle va effectivement de l'enfance, longtemps je me suis couché de bonheur, j'attends quoi, le baiser de maman, et on arrive à la fin du roman où il voit toute une société qu'il a connue qui est complètement décatie et ravagée par la vieillesse, en fait, il n'y a pas de chronologie précise, parce que ce roman, il raconte l'histoire d'un héros, mais il n'a de héros que le nom, c'est parce qu'il faut bien le nommer, qui est un personnage complètement falot, transparent, qui parle très peu, qui entend beaucoup et qui voit trop, si je puis dire. Il voit beaucoup. Et ce héros, qu'est-ce qu'il a ? Il a, depuis sa jeunesse, il a la vocation de l'écriture. Ça, c'est sûr, il a la vocation de l'écriture, mais il procrastine. Il procrastine parce qu'il ne trouve pas sa marque. Il ne trouve pas sa marque parce qu'à chaque fois qu'il veut s'y mettre, sauf au tout début, ça ne vient pas, c'est la page blanche, et puis même quand il veut s'y mettre, il dit arbre, il voit des arbres, il dit arbre, vous n'avez plus rien à me dire, ça veut dire que je ne vais pas y arriver, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il procrastine et il subit dans la frivolité tout ce temps perdu, dans l'oisiveté, dans ce monde de grands bourgeois, de grands aristocrates qui ne foutent rien, qui ont beaucoup d'argent, et il est là-dedans au milieu de tout ça, et puis il vivote tranquillement, jusqu'à ce que, tout d'un coup, à la dernière partie du roman, donc il faut arriver quand même jusqu'à la fin, il s'aperçoit que tout d'un coup, alors pour lui, ce temps perdu, donc il a vécu ce temps perdu dans cette oisiveté, mais ce n'est pas du temps perdu que ça, c'est aussi du temps vécu, parce que s'il ne peut pas avoir le temps vécu, comment pourra-t-il puiser dans ce qu'il appelle l'immensité du souvenir ? Mais tout d'un coup, dans l'antichambre d'une matinée chez le prince de Guermantes, célèbre matinée du prince de Guermantes, il a la révélation, c'est-à-dire qu'il a enfin trouvé sa voie pour écrire, et il a l'idée de son œuvre. Si bien que, c'est tout à fait étonnant, que lorsque le roman se termine, en est un autre sous nos yeux, dont on ne connaît absolument rien de la teneur, et qui est en fait l'aboutissement de celui qu'on vient de finir. C'est quand même très particulier. Et comment vient cette révélation ? Proust va utiliser 2 concepts. Mémoire volontaire, mémoire involontaire, moi profond, moi superficiel. La mémoire volontaire, qu'est-ce que c'est ? La mémoire volontaire, c'est celle de l'agenda, c'est celle de l'intelligence, c'est celle où on essaye de puiser quand on veut se rappeler quelque chose. Après tout, les vacances l'année dernière, n'importe quoi, c'est la mémoire de notre vie de tous les jours. Mais Proust nous dit qu'elle fausse beaucoup, elle n'est pas bonne, cette mémoire-là. Et il la compare à ce que produirait un mauvais peintre voulant nous donner une idée du printemps. Donc, en quelque sorte, c'est la mémoire du réel. Tandis que la mémoire involontaire, elle, c'est une réminiscence soudaine au moment où vous n'y attendez pas. C'est presque comme une petite crise d'épilepsie temporale, finalement. Donc c'est comme un paquet de bulles qui vous remonte tout d'un coup d'une source que vous avez complètement oubliée et qui induit chez vous un plaisir délicieux qui envahit et qui est isolé sans notion de la cause. Et ce plaisir qui est là, tout d'un coup, il vous met en vous une essence précieuse. Et vous vous rendez compte que cette essence, elle n'est pas seulement en vous, mais cette essence, c'est vous. C'est en quelque sorte la mémoire du sensible. Le deuxième concept qu'il va utiliser,
c'est le concept du moi profond et de ce que j'appelle le moi surface ou le moi social. Le moi surface, c'est un peu comme l'autre, c'est le moi de notre quotidienneté, c'est notre phénotype. C'est celui par lequel nous vivons, nous avons nos relations, nos mondanités, etc. Peut-être même aussi nos amours. Mais c'est un moi qui ne peut pas tellement dépasser l'entre-soi, parce qu'il faut connaître les gens, donc c'est difficile de le raconter à un anonyme. Tandis que le moi profond, c'est celui qui vous fait découvrir cette mémoire involontaire dans laquelle il faut puiser, comprendre, chercher, créer pour transmettre au monde et donc au lecteur la vérité que vous offre le souvenir, non pas pour lui-même, mais en ce qu'il vous a changé. En quelque sorte, c'est la mémoire du temps retrouvé. Ce que je veux dire par là, c'est que Proust n'est absolument pas intéressé par la nostalgie. Ce n'est pas du tout son histoire, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est que tout d'un coup, il se passe quelque chose en vous, que ce quelque chose en vous, il vous transforme, et que c'est de cette transformation que vous allez pouvoir en faire quelque chose. Alors, c'est pendant justement cette matinée dans l'antichambre du prince de Guermantes que le héros va ressentir ces réminiscences. Alors qu'est-ce que c'est la réminiscence? Eh bien, par exemple, il entend un serveur avec des bruits de cuillère et ça lui rappelle le moment où il était dans le train, ce petit train de Balbec qui retourne à Paris, et puis il entend un cheminot qui tape avec un marteau sur une roue. Ailleurs, c'est la serviette empesée qu'on lui a donnée, on lui a servi un verre d'orangeade, on lui a donné une serviette empesée, il dit tiens, ça lui rappelle finalement sa serviette de plage quand il était à Balbec. Ailleurs, c'est il a senti, quand il est dans la cour, il a reculé, il a senti des dalles qui étaient inégales, comme il a ressenti la même chose quand il était à la place Saint-Marc en train de voyager avec sa mère et qui lui évoque Venise. Mais au fond, la plus importante de celle de ces réminiscences, c'est pas la peine de l'attendre autant retrouver. Retour à la case départ, aux côtés de chez Swann, et on la trouve immédiatement, c'est assez vite. Et donc, cette puce, c'est celle de la Madeleine. Qu'est-ce que c'est l'histoire de la Madeleine? C'est que très tard, il est très adulte, sa mère lui a préparé du thé, puisqu'il avait froid, il est souffreteux, hein, et lui a préparé du thé dans lequel elle a mélangé de la Madeleine. Et lorsqu'il met dans sa bouche le thé qui est mêlé des miettes de la Madeleine, eh bien tout d'un coup, lui ressurgit quelque chose qu'il ne connaissait pas, auquel il ne s'attendait même pas lui-même. Alors il dit, tiens, c'est bizarre, il reprend un coup de thé, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Pas plus. 3 fois, 4 fois, pas plus. Et il se rend compte que c'est pas le thé, c'est un catalyseur, mais c'est pas la cause. La cause, elle est en lui. Donc c'est ça qui est important. Et donc là, quand il est dans cette dernière partie, quand il est dans cette antichambre, il a ces réminiscences que je viens de vous dire, mais il se souvient aussi de la réminiscence qu'il a eue de la Madeleine, qui lui a fait revenir tous ses souvenirs d'enfance de Combray qu'il avait parfaitement oubliés. Alors, il dit ceci: comme au moment où je goûtais la Madeleine, toute inquiétude sur l'avenir, tout doute intellectuel était dissipé. Ce qui m'assaillait tout à l'heure au sujet de la réalité, de mes dons littéraires et même la réalité de la littérature se trouvait levé comme par enchantement. La félicité que je venais d'éprouver était bien la même que celle que j'avais éprouvée en mangeant la Madeleine, mais dont j'avais ajourné de chercher les causes profondes. Je comprenais trop, il dit plus tard, vous allez comprendre, je comprenais trop que la sensation des dalles inégales, la raideur de la serviette, le goût de la Madeleine, je comprenais trop que ce qu'elles avaient réveillé en moi n'avait aucun rapport avec ce que je cherchais souvent à me rappeler de Venise, de Balbec et de Combray à l'aide de ma mémoire uniforme. Et vous comprenez très bien ce qu'est la mémoire volontaire de la mémoire involontaire. Donc, il pénètre dans la salle de bal, puisque c'est la dernière de cette matinée chez le prince de Guermantes, c'est un bal, et là il est complètement abasourdi par le fait qu'il voit tous les gens qu'il a connus autrefois, qui sont maintenant complètement décatis par les ravages de la vieillesse, et il dit dans ce salon illuminé, oublieux et fleuri comme un paisible cimetière. Donc c'est quand même pas mal. Et entre-temps, il s'aperçoit de quoi? Il se dit, si le temps a passé pour eux, il pourrait bien passer pour moi, donc il faut que je cavale si je veux bien écrire mon œuvre. Mais ce qu'il constate, en fait, c'est surtout la dissolution de tout ce temps perdu, de tout ce que je vous ai montré là. Et en fait, c'est parce que tout le système de Proust, c'est un système binaire. Il y a le côté de chez Swann, et puis il y a le côté de Guermantes. Mais ils ne font plus qu'un.
Pourquoi? La fille d'Odette et de Swann a épousé un Guermantes, et donc leur fille incarne la réunion entre ces deux côtés qui étaient complètement diamétralement opposés. De la même façon, la patronne du clan bourgeois, Madame Verdurin, qui après avoir tant vomi sur l'aristocratie, a fini par épouser le prince de Guermantes après un double veuvage. Odette, la demi-mondaine, pour ne pas dire une prostituée, devient la maîtresse du duc de Guermantes. Sodome et Gomorrhe sont réunis. Et donc, la révélation de l'écriture pour un monde nouveau prend tout son sens et le temps retrouvé aussi. S'il n'y avait pas eu cette dissolution, s'il n'avait pas confondu tout ça dans un magma, bien sûr, ça n'aurait pas pu primer. Mais pour nous, lecteurs, nous ne sommes pas du tout pendus à la révélation. Et la lecture de tout ce temps perdu, pour nous, c'est du temps gagné dans la plaisir de la lecture, à la découverte de cette société au tournant du siècle, que Proust, aidé par son narrateur, nous décrit avec ironie et surtout beaucoup d'humour. Et sans la jubilation du temps perdu, on ne pourrait pas bien comprendre le temps retrouvé. Alors, revenons maintenant, si vous voulez, à cet univers autour de la maladie dans la recherche elle-même. Et pour vous dire que, finalement, puisqu'on a un héros qui est souffreteux, fragile et suffocant, qui a plein de maladies, chez la grand-mère, chez la tante Léonie, qu'il a fait 2 séjours, parce qu'il dit qu'avant cette soirée du temps retrouvé, il a fait 2 séjours dans une maison de santé. On ne sait pas si ça a duré 2 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Il ne le dit pas du tout. Peut-être que c'est parce que s'il veut les trouver des cathis, il faut qu'ils se vieillissent. Donc, si on est dans cet univers de malades, eh ben, on va forcément trouver des médecins. Ce n'est pas possible autrement. Et croyez-moi, ce n'est pas un plaidoyer pour la profession, hein. Alors, il y a le docteur Cottard, d'abord, bientôt professeur, qui est con, hein, mais con comme une... Il est fat, il est imbu de lui-même, et il cavale derrière les honneurs. Mais c'est un médecin vigilant. Et Proust de nous éclairer, on peut être illettré, faire des calembours stupides et posséder des dons particuliers qu'aucune culture générale ne remplace comme le don d'un grand stratège ou d'un grand clinicien. Et c'est exactement le portrait du docteur Cottard, qui finalement vient à bout des suffocations par insistance du traitement qu'il prescrit chez le héros, et le narrateur de nous dire, et nous comprime que cet imbécile était un très grand clinicien. À l'inverse, il y a le docteur Duboulbon, qui est un élève de Charcot, un érudit, qui est appelé auprès de la grand-mère, parce que vraiment, elle est malade, la grand-mère, quand même. Et puis après avoir discuté avec elle, comme elle cite souvent Madame de Sévigné, il lui diagnostique une origine nerveuse. Il lui dit « Supportez, Madame, d'être appelée une nerveuse. Vous appartenez à cette famille magnifique qui est le sel de la terre. Tout ce que nous connaissons de grand nous vient des nerveux. » Et il dit plus tard, nous goûtons les fines musiques, les beaux tableaux, 1000 délicatesses, mais nous ne savons pas ce qu'elles ont coûté à ceux qui les inventèrent, d'insomnie, de pleurs, de rires spasmodiques, d'urticaire, d'asthme, d'épilepsie, d'une angoisse de mourir qui est pire que tout et que vous connaissez peut-être, madame. Malheureusement, le héros le croit, ce médecin, et il force la grand-mère. La grand-mère, elle n'est pas du tout nerveuse, la pauvre. Elle a une urémie, elle a une crise d'urémie, un stade en insuffisance rénale, un stade terminal. Et donc, il la sort, elle est complètement épuisée, et à l'avenue Gabriel, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un ictus hémiplégique, et donc, on va tout à fait comprendre la suite, bien évidemment. Maintenant, la grand-mère agonise. Et elle est comme dans la chanson d'Aznavour, on lui remonte les oreillers. Mais on a convoqué, outre tout le monde, on a quand même convoqué le grand professeur Dieulafoy, qui constate la fin en entr'ouvrant la porte, et qui salue obséquieusement l'assistance, qui prend son enveloppe et qui s'en va faire un autre ménage ailleurs. C'est très méchant, mais c'était comme ça. Enfin, il y a le docteur Percepied à Combray avec sa carriole qui trimballe un jour le narrateur. Et le narrateur du haut de la carriole, il aperçoit des clochers de Martinville. Il comprend que ce qu'il y a derrière, c'est peut-être ça qu'il faut écrire, c'est peut-être ce que l'on ne connaît pas. Alors il demande un carnet, une feuille de papier, et il écrit un petit texte, et ça le met en joie. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est quand même un médecin qui accompagne les premiers pas de cet écrivain. Est-ce que c'est un hommage à son père qui finalement n'avait pas vu si mal que ça qu'il puisse embrasser une carrière littéraire? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que Proust nous indique qu'évidemment, toute création ne peut se faire que dans la souffrance, ce qui n'est pas faux, mais ce qui, heureusement, n'est pas universel. Et puis surtout, ce qui n'a rien de proustien. Le nombre de gens qui vous disent qu'il faut souffrir pour créer, c'est complètement trivial. Il dit, évidemment, le bonheur est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. Bon, ça, c'est assez classique. Mais par contre, ce qu'il dit après, c'est beaucoup plus intéressant. Il dit, ce sont nos passions qui esquissent les livres,
et le repos d'intervalle qui les écrit. Et c'est dans le repos d'intervalle qu'apparaît un soupçon de félicité, de sérénité qui vous permet de travailler votre œuvre. Puisque Proust reste très à l'aise avec l'univers médical, il semble naturel qu'on trouve beaucoup de comparaisons ou d'allusions avec la médecine dans des situations qui sont décrites tout au long du récit. Proust va en utiliser énormément. Moi, j'en ai noté plus de 250 et encore, j'en ai laissé passer. Ça n'arrête pas. Si vous les mettez toutes bout à bout, vous avez 150, 200 pages très facilement. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Je pense que Proust est très érudit, bon, tout le monde le sait, il connaissait tout par cœur, mais je crois qu'il préfère la vérité des choses éprouvées à celle empruntée des citations. Et en témoigne cette charge, qui est merveilleuse. Il dit « Mais nous en avons trop vu de ces intellectuels adorant l'art avec un grand A, et qui, quand il ne leur suffit plus de s'alcooliser avec Zola, se font des piqûres de Verlaine et deviennent érotomanes par dévotion baudelairienne. » Vous voyez que c'est quand même... voilà, c'est ça ce qu'il veut essayer de nous dire. Donc, ensuite, peut-être qu'il met ces exemples médicaux pour mettre une espèce de petite parenthèse de rationalité dans un texte qui n'est fait que de choses très subjectives au milieu de situations excentriques comme les personnages. Il y a 500 personnages quand même dans la recherche. Et puis peut-être aussi parce que ça aère le texte avec de l'ironie. Alors, c'est difficile de les sortir de leur contexte. Il y en a énormément. Je ne vais pas vous les citer, ce serait un catalogue. Mais je vous en donne quelques-unes. Évoquant des religieuses dans un couvent, qui sont l'incarnation de la bonté, il dit « Elles avaient généralement un air allègre, positif, indifférent et brusque de chirurgien pressé. » Tous ceux qui ont vu des sœurs dans un établissement de soins ou dans un couvent comprendront. À propos de l'amour d'Odette pour Swann, qui est impossible, le narrateur dit « Comme on dit en chirurgie, son amour n'était plus opérable. » il faut que j'avance quand même. Alors, il y en a une autre qui est très drôle. Il dit « Quelqu'un qui a l'habitude de sourire dans une glace à sa belle figure et à son beau torse, si on lui montre sa radiographie, aura devant ce chapelet osseux indiquant comme étant une image de lui-même le même soupçon d'une erreur que le visiteur d'une exposition qui, devant le portrait d'une jeune femme, lit dans le catalogue « Dromadaire couché ». Donc, vous voyez, c'est vraiment un roman qui est très très drôle, il y a beaucoup d'humour. Alors parfois, il y a des choses qui sont plus véridiques, quoi. Quand il dit « La nature ne me semble guère capable de donner que des maladies assez courtes, mais la médecine s'est annexée l'art de les prolonger. » Les maladies naturelles guérissent, mais jamais celles créées par la médecine, car elle ignore le secret de la guérison. Donc vous voyez, il y en a, c'est incroyable. Bon, moi je connais pas, même si vous prenez Duhamel, la chronique des Pasquiers, avec toute cette famille de chirurgiens, vous n'en avez pas autant, mais il y en a, et puis elles sont souvent vraiment très très drôles. Mais parfois, l'évocation médicale est bien plus sérieuse, elle est beaucoup plus littéraire, comme dans ce petit passage qui est d'une prouesse littéraire absolument incroyable. Le héros, il est jeune, il est à Combray. Il marche le long de la Vivonne, qui est un modeste ruisseau. Il s'écarte de la promenade, il est avec ses parents. Et il regarde ce nénuphar dont il décrit la courbe impossible parce que le nénuphar est arraché à son pédoncule et le courant le ballotte d'un bord à l'autre comme la répétition d'une même manœuvre, faisant penser à certains neurasthéniques, pris dans l'engrenage de leur malaise et de leur manie et les efforts dans lesquels ils se débattent inutilement pour en sortir. Tel était ce nénuphar. Pareil aussi à quelqu'un de ces malheureux dont le tourment singulier qui se répète indéfiniment durant l'éternité excitait la curiosité de Dante et dont il se serait fait raconter plus longuement les particularités et la cause par le supplicié lui-même si Virgile, s'éloignant à grands pas, ne l'avait pas forcé à le rattraper au plus vite, comme moi, mes parents. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? D'abord, c'est une grande prouesse, c'est-à-dire que vous passez de la vie courante, la promenade, et puis l'observation du nénuphar. L'observation du nénuphar de la nature vous conduit à la neurasthénie à la médecine à la littérature par l'enfer de Dante. Parce que cette apparition de Dante, parce que Dante, vous savez, est accompagné par Virgile quand il descend aux enfers, elle est assez inattendue. Mais en fait, c'est quoi? C'est la compassion
c'est celle de l'écrivain pour les suppliciés que sont aussi les grands nerveux, et Virgile qui le force à revenir vers lui pour ne pas le laisser finalement s'enfermer dans le mal des suppliciés, dans les grands nerveux, parce qu'il faut revenir à la vie comme le héros rejoint ses parents. Moi, je trouve que c'est de la haute voltige. Je voudrais finir en essayant de vous montrer ce que la littérature, l'écriture et la maladie font dans ce roman. En quelque sorte, la maladie et l'écriture, elles ne sont pas les mains dans la main, elles sont un peu antinomiques. Mais l'image que j'en peux donner, c'est celle des deux alpinistes qui sont dans une faille. Ils ne s'aiment pas tellement, mais il va bien falloir qu'ils s'entraident. Et donc ils se mettent dos à dos, ils se poussent l'un et l'autre vers la paroi, de façon à ce qu'ils puissent s'en sortir. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. La maladie, pour essayer donc de vaincre ce truc-là. Nous avons vu chez l'auteur l'ambivalence qu'il y a entre la maladie qui le ronge et qui le protège. Mais c'est exactement la même chose chez le héros. La maladie le ronge, mais elle le protège aussi, comme ici dans l'énoncé de la révélation du héros à entreprendre son œuvre. Donc j'analyse deux passages qui se suivent de peu. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais enfin bon, c'est pas grave. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Non, c'est bon. Donc, j'analyse deux passages qui se suivent de peu. Il y a le premier qui dit « Mais au lieu de travailler, j'avais vécu dans la paresse, dans la dissipation des plaisirs, dans la maladie, les soins, les manies, et j'entreprenais mon ouvrage à la veille de mourir sans rien connaître de mon métier. » Et un peu plus loin, il dit « Je me disais, non seulement est-il encore temps, mais suis-je encore en état? La maladie qui, en me faisant comme un rude directeur de conscience mourir au monde, comprenez, renoncer au monde, m'avait rendu service, car si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a semé, il restera seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. » Et cette parabole de Saint Jean, elle donne la clé, en quelque sorte, du roman, parce que c'est le moment où c'est la déclaration du passage au monde ancien qu'il faut abandonner, c'est-à-dire celui du temps perdu, pour passer au temps nouveau, qui est le temps retrouvé. Il faut donc que meure le temps perdu pour que naisse enfin le temps retrouvé. Et c'est ce que l'on constate aussi, c'est que dans le temps perdu, c'est-à-dire celui qui est aussi celui de la paresse, celui qui est aussi celui du moi de surface et qui est associé à ce moi de surface est associé à la maladie. De sorte que dans le monde nouveau que nous ne connaissons pas encore, puisqu'il va commencer de germer, celui du moi profond, la paresse et la maladie auront disparu. C'est donc Proust malade, et c'est mieux ce que c'est que la maladie, qui sauve son héros. Et c'est dans cette nouvelle intemporalité du récit que le narrateur n'aura plus à se soucier ni du temps perdu, ni du temps retrouvé, mais simplement du temps pour lui-même. Donc, c'est non seulement ensuite en général, à la fin d'une épopée, quand un livre dure très longtemps, l'auteur éteint la maladie de son héros, surtout si le héros est malade, il l'éteint. Alors il le fait mourir soit dans une misère, soit dans une espèce de gloire, mais en fait il l'abandonne. Tandis qu'ici, le héros est sauvé de sa maladie par un malade. Et en fait, non seulement il le sauve de la maladie, mais en plus il lui donne l'enchantement. Parce qu'il dit « celui qui pourrait écrire un tel livre serait heureux ». Proust, lui, sait que il sait très bien où il en est de sa maladie, parce qu'il est à la veille de sa mort, et il voit très bien que les choses ne vont pas bien. Et pourtant, il y a une chose qui est très bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit... c'est ça. Il dit, à la veille de sa mort, il convoque Céleste Albaré dans sa chambre, où il travaille tous les soirs, comme d'habitude, et puis il lui dit, vous savez, Céleste, si cette nuit je passe, j'aurais prouvé que finalement je suis plus fort que les médecins. Ce qui veut dire que, en quelque sorte, que l'écriture sera plus forte que la maladie. Et donc il meurt le lendemain, mais finalement il nous laisse un roman de malade. Et j'ai fini.